Bon, autant la semaine dernière j'étais content de vous retrouver pour parler du match entre Lyon et Paris et du match entre Lyon et Monaco, autant cette semaine c'est un peu plus compliqué quand même. Allez, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Verbatim, un épisode qu'on va consacrer au match entre Bordeaux et Lyon, et on va essayer d'anticiper ensuite sur le match qui arrive contre Monaco. On va se demander si les difficultés de l'OL dans le jeu, c'est la faute de Bruno Genesio ou pas, parce que c'est un débat qui anime un peu les supporters lyonnais, c'est un débat assez virulent parfois, donc on va essayer d'aborder ce sujet, même si on l'a déjà fait. On perd pas de temps, c'est parti. Alors le match entre Lyon et Bordeaux, c'est pas agréable d'en parler parce que j'ai l'impression que je vais me répéter quoi. En fait, je pourrais faire un épisode qui s'appellerait Lyon contre un bloc regroupé et bien organisé, et j'en ferais un et je changerais le nom de l'adversaire en fonction des semaines et ça marcherait. Parce que je vais me répéter en fait, je vais vous dire des choses que vous avez déjà entendues, vous êtes sans doute déjà soit d'accord soit pas d'accord, donc c'est pénible de se répéter mais on est obligé, c'est comme ça, voilà, l'OL a encore les mêmes problèmes, il n'y a pas grand chose qui progresse donc il faut encore une fois le signaler. Donc sur le papier, Lyon propose un 4-3-3 avec Lucas Touzard en pointe basse, Nabil Fekir en 8, bon ça me désole de le dire mais voilà c'est comme ça, il est associé à Tanguy Ndombele, Oussem Aouar et Maxwell Cornet sont les ailiers en soutien de Mariano qui est l'attaquant de pointe. Donc je dis que c'est un 4-3-3 sur le papier parce que dans les faits on l'a rarement vu, les milieux lyonnais ont été contraints de décrocher énormément, ce qui fait qu'il y a eu assez peu d'animation au milieu de terrain, notamment entre les lignes bordelaises. Bordeaux qui s'est structuré en un espèce de 4-5-1, avec des projections sur les côtés notamment, et surtout par Malcolm qui allait très 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 vite. Voilà, l'idée de Bordeaux c'était très simple, c'était de jouer regroupé, resserré derrière, avec deux lignes compactes, et d'exploser très vite vers l'avant. C'est pas la première équipe qui fait ça, et c'est très loin d'être la première équipe qui pose des problèmes à l'OL en jouant comme ça. Il y a une très bonne entame bordelaise, Bordeaux veut vraiment pas laisser Lyon développer son jeu, comme je l'ai dit, très très peu d'espace entre les lignes, un bloc très compact qui est assez agressif au pressing à l'image de joueurs comme Lurager qui a une énorme activité, et ça doit vraiment être une plaie de jouer contre lui parce que le type te lâche jamais, il est rugueux dans les duels, il est très très présent, non franchement c'est un très bon milieu de terrain. Dans le plan de jeu de Bordeaux, c'est quelqu'un de très cohérent, qui rentre parfaitement dans l'état d'esprit et qui est très efficace. Comme je l'ai dit, pour Lyon, c'est très très compliqué de trouver des espaces. Jusqu'au premier but de Bordeaux, il se passe quasiment rien dans le match. Quelques contre-attaques bordelaises, ça donne pas forcément grand-chose, et côté lyonnais, la production offensive est inexistante. Paradoxalement, c'est sur le premier semblant de mouvement lyonnais intéressant, mais qui est initié par l'exploit personnel de Tanguy Ndombele qui se défait du pressing avec une super prise de balle, c'est sur ce premier espèce de mouvement, cet ersatz de quelque chose, que Bordeaux va placer un contre et marquer un très beau but. Donc grosse défaillance individuelle de Lucas Touzard sur ce but parce qu'il se fait complètement manger, je crois que c'est par Gaëtan Laborde, et donc il est complètement grillé dans le duel et ça laisse des espaces dans son dos pour les projections bordelaises. Le contre est très bien joué, Ndombele revient pas assez vite, c'est vrai, j'ai vu des gens jeter la pierre à Raphaël sur ce but. Globalement voilà, c'est une succession d'erreurs individuelles et une défaillance aussi collective de l'OL qui amène ce premier but, et le but au final il est beau, il n'y a pas grand chose à faire, c'est comme ça, voilà, c'est Bordeaux veut jouer en contre et bon il place un contre parfait, terminé. Même si l'OL aurait pu empêcher ce but en défendant un peu mieux. Très peu de temps après, Malcolm obtient un penalty, donc complètement injustifié, ça je pense qu'il n'y a plus de doute pour personne. En même temps, voilà, Mariano a fait la même chose à Toulouse. Bon, Malcolm, on savait déjà que c'était un très bon joueur, on découvre qu'il a aussi une part de vice qui est nécessaire parfois, dans les grands matchs, dans les matchs à enjeu. Il faut avoir ce petit truc qui est pas romantique, qui est pas forcément beau, quoique certains aiment ça. C'est un geste que certains vont condamner, certains vont y trouver des excuses et vont comprendre la démarche du joueur. Personnellement, c'est pas un débat dans lequel j'ai envie de rentrer parce qu'il y a des arguments valides des deux côtés. Donc voilà, c'est juste au final l'arbitre qui s'est fait avoir. Et ça fait 2-0 pour Bordeaux. Globalement, c'est bien payé compte tenu de la production offensive bordelaise, mais en même temps, comme Lyon ne produit rien, ils sont sanctionnés et ça paraît pas non plus extrêmement illogique. Alors il faut quand même placer, je sais qu'on n'est pas là pour parler de Bordeaux, mais si vous les avez vus jouer sous Gourvenec et maintenant, t'es quand même en train de te dire qu'il y a des joueurs qui ont savonné la planche à Gourvenec. Parce qu'en termes de débauche d'énergie, en termes de motivation, en termes d'intensité, il y en a qui étaient à un niveau bien supérieur que ce qu'ils ont montré ces dernières semaines. Bon voilà, je pense que si Bordeaux avait joué comme ça tous ses matchs dans la saison, ils en seraient pas à ce niveau-là. Alors clairement, c'est un OL qui pédale dans la semoule, mais grandeur nature quoi.
en immense difficulté collectivement, en plus d'être en galère individuellement. Il y a un choc psychologique après le deuxième but il fait très très mal, ça c'est clair et net. Je sais pas si le fait que ce but soit marqué sur une simulation vient amplifier l'onde de choc côté lyonnais, mais en tout cas on sent que ça va être très très compliqué de se relever pour les Gones après ce deuxième but. On constate que dans l'intention de créer du jeu, Nabil Fekir vient décrocher très très bas, parfois au niveau de Touzard, parfois même plus bas. Alors pourquoi pas, mais du coup, il y a encore moins de solutions devant. Que Nabil Fekir décroche, normalement, c'est pas un problème s'il y a des gens qui se proposent. Et là, c'était pas le cas. Il n'y avait aucune solution pour le porteur du ballon. En plus de ça, il y a des choses basiques qui ont été ratées. Donc voilà, un niveau technique très pauvre, une production offensive quasi nulle. Forcément, Lyon n'a pas grand-chose à espérer dans cette première mi-temps, en tout cas. Avant la mi-temps, au moment où Marcelo marque, on peut penser que c'est un but très important pour Lyon, parce que ça permet à l'OL de revenir à seulement un but de Bordeaux. C'est un but qui est important parce que c'est un moment où Lyon ne produit toujours rien dans le jeu ou presque. Donc voilà, on se dit, est-ce que ça peut lancer l'OL? Manque de chance, voilà, juste avant de rentrer au vestiaire, Bordeaux va marquer un troisième but sur un second penalty, totalement justifié celui-ci, je tiens à le dire. Alors le penalty, c'est bien sûr une sortie très peu maîtrisée d'Anthony Lopez, mais elle vient du fait que Maxwell Cornet couvre très très mal le ballon, et en fait Lopez se rend compte très très tard que l'attaquant a de réelles chances de récupérer la balle et de se mettre en bonne position pour marquer. Et au final, ça donne un penalty pour Bordeaux, 3-1 à la mi-temps. Et voilà, il n'y a rien à espérer, il y a rien en fait, c'est tout, il n'y a rien. Le sentiment que j'ai à la mi-temps, personnellement, c'est échec et mat. Poyet est en train de maîtriser complètement l'OL. Alors il va y avoir des changements à la mi-temps, notamment la sortie de Raphaël, et c'est tant mieux parce que je suis absolument convaincu que s'il était resté sur la pelouse, il aurait pris un carton rouge. Donc sortie de Raphaël, entrée de Kenny Tété, et sortie de Lucas Touzard pour l'entrée de Memphis Depay. Donc passage en 4-2-3-1 avec Fekir, Ndombele et Aouar au milieu de terrain. Genesio veut tenter un truc plus audacieux peut-être, ou alors il balance juste tous ses meilleurs joueurs dans le duel en espérant obtenir sur des exploits individuels quelque chose de ce match. Mais en tout cas, c'est des changements qui me semblent à peu près cohérents et on peut pourquoi pas espérer une réaction lyonnaise en deuxième mi-temps. On peut se dire, voilà, il y a tellement de qualité sur le terrain que ça peut faire la différence. Sauf que pas du tout. Lyon a énormément de mal à être dangereux, même avec autant de talents alignés, c'est quand même incroyable. Tu as très vite Bertrand Traoré, Mariano Diaz, Memphis Depay, Oussem Aouar, Tanguy Ndombele et Nabil Fekir sur le terrain, et tu crées toujours rien dans le jeu. C'est pas sérieux, franchement. Lyon n'a pas semblé en mesure de revenir à aucun moment. C'est très très grave quand il pense. Et même quand Bordeaux se retrouve réduit à 10 et commence à plonger physiquement, tu as un Benoît Costil qui fait les arrêts qu'il faut sur coup de pied arrêté, certes, mais ça reste quand même très très pauvre. Je sais pas, en termes d'expression offensive, ce match, je vais vous montrer après à quel point c'est terrible. Mais ce match, c'est quand même incroyable. Il y a tellement rien eu, Comment vous voulez que je parle de ça? Il y a rien. Au final, le score n'évoluera pas et c'est un match très très inquiétant pour Lyon. J'aime pas faire ça, mais on va parler un peu de chiffres. Moi, je suis nul en maths, j'ai toujours été nul en maths. Les chiffres, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais je fais un peu le boulot juste pour avoir ce qu'il faut et pour que ça me permette de mettre en lumière mes propos. Je vais vous parler des expected goals. Vous savez déjà ce que c'est si vous avez vu les épisodes de début de saison. Donc c'est un chiffre qui va se situer pour chaque frappe entre 0,01 et 0,99. Et en les additionnant, on a une bonne idée du score que l'équipe aurait pu obtenir, du nombre de buts qu'elle aurait pu marquer ou dû marquer statistiquement. Et ça permet d'évaluer la production offensive d'une équipe. Donc on va se pencher un peu sur ce match. Donc j'ai les chiffres sous les yeux. Lyon crée sur la totalité du match 0,7 expected goals. Donc si tu condenses toutes les occasions lyonnaises créées dans le match, Lyon statistiquement aurait dû marquer un peu moins d'un but. A l'inverse, Bordeaux est à 2,4. Donc, Bordeaux a légèrement surperformé. Faut voir que les pénaltys, ça met tout de suite un gros boost aux chiffres. Mais voilà, Bordeaux est nettement supérieur dans ce domaine à Lyon. Ce dont je voulais vous parler, moi, c'est ce qui se passe quand on enlève les situations sur coup de pied arrêté. Parce que le but de Marcelo, de mémoire, il est autour de 0,35 expected goals. Il y a des coups francs, il y a celui de Traoré, celui de Memphis et celui de Fekir. Et il y a la reprise de Memphis suite à un coup franc frappé par Fekir ou Traoré, je sais plus. Bref, on enlève les situations sur coup de pied arrêté pour n'obtenir que ce que Lyon a créé dans le jeu. Et on est à 0,1.
Dans le jeu, Lyon n'a strictement rien créé ou presque. C'est dérisoire. Et encore, c'est 0,1, mais c'est pas une bonne occasion. Il y a une frappe de cornet qui doit valoir 0,6 et le reste, c'est des frappes lointaines, c'est des tirs contrés. Enfin, c'est minable. Enfin, ce match est complètement terrifiant. Si tu le prends d'un point de vue statistique, déjà quand tu le regardes, c'est problématique, mais quand tu regardes les chiffres, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors, est-ce que c'est la faute de Bruno Genesio ? Bruno Genesio a forcément une part de responsabilité, que ce soit dans ses choix, dans sa composition, que ce soit dans le schéma tactique qu'il a choisi, dans la manière qu'il a de l'animer, dans les consignes qu'il donne, dans les ajustements qu'il va mettre en place. Genesio a une part de responsabilité. Elle est difficile à évaluer, je ne vais pas vous donner un pourcentage dont je suis convaincu. Je pense que Bruno Genesio a fait des mauvais choix. Je pense que l'OL a des soucis dans la production offensive face à un bloc reculé et défensif. C'est pas nouveau et c'est sa responsabilité de faire progresser les joueurs là-dessus et de les organiser pour qu'ils puissent répondre à ce genre de défi posé par l'équipe adverse. Donc oui, Genesio a une part de responsabilité. Le nier serait stupide et le propulser comme meilleur entraîneur de Ligue 1 comme j'ai pu le lire, c'est une ineptie totale. Enfin, ça n'a aucun sens. J'aimerais être dans la tête des gens pour qui ça a du sens. Parce que ça doit être moche. Franchement, j'aimerais juste voir comment ça marche. J'aimerais voir ce qui se passe quand il regarde un match de foot, parce que je sais pas si on voit les mêmes matchs. Parce qu'il n'y a aucun monde réel et raisonnable dans lequel Bruno Genesio est le meilleur entraîneur de Ligue 1. Voilà, c'est dit, je reviens plus là-dessus. Seulement, tout balancer sur Genesio comme certains le font par ailleurs, je trouve que ça n'a pas de sens aussi. Il y a une défaillance collective de l'OL, c'est indéniable. Mais il y a aussi des erreurs individuelles, il y a aussi des joueurs qui ont été en dessous de leur niveau habituel, il y a des joueurs qui ont été à la dérive totale sur le plan individuel. Et Bruno Genesio n'y peut rien si certains ne sont pas capables d'enchaîner des passes à 3 mètres ou de faire des appels de balles corrects. Je pense à Mariano. Il y a aussi Lucas Touzard qui a été vraiment en dessous. Comme je l'ai dit, il a perdu des duels importants. Il s'est fait bouffer à plusieurs reprises au milieu de terrain. Et étant positionné en sentinelle, forcément, c'est compliqué. Alors, à voir si ça va se répéter ou s'il va pouvoir relever le niveau. Bon, il y a Raphaël aussi, je reviens pas là-dessus. Bon, il y a Raphaël aussi, bon, je reviens pas spécialement là-dessus. S'il avait joué plus longtemps, il aurait pris un rouge. Je l'ai déjà dit, son cas est bouclé. Maxwell Cornet a été, pour le coup, le mauvais Maxwell Cornet. On avait vu le bon plus ces derniers temps. Là, il nous a aussi rappelé qu'il pouvait traverser les matchs comme un fantôme et n'avoir aucun apport dans le jeu. Bon, c'est dommage. Et puis enfin, il y a l'erreur d'Anthony Lopez qui, conjuguée à celle de Maxwell Cornet, vient provoquer le pénalty et le 3e but. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que oui, Genesio a une part de responsabilité qu'on ne peut pas objectivement contester aujourd'hui. Seulement, tout rejeter sur ses épaules, c'est un peu facile. Et au final, pour résumer ce match, j'ai vu passer un tweet, je vous le remettrai si je le retrouve parce que j'ai oublié de qui c'est, un tweet qui disait « Sur les deux équipes qui s'affrontent cet après-midi, il y en a une dont le coach est en place depuis 2 ans et une dont le coach est en place depuis 10 jours. Et si on ne sait pas laquelle est laquelle, c'est très difficile à déterminer juste en regardant le match. » Et en fait, c'est consternant et ça permet assez bien de réaliser l'ampleur du problème. Je vous avais quitté dans l'épisode de la semaine dernière suite au match contre Paris et Monaco en vous disant que Lyon avait certes battu Paris et que c'était important, mais qu'il allait falloir bonifier cette victoire et la valider entre guillemets en ne perdant pas de points contre des équipes à la portée de l'OL a priori. C'est exactement ce qui s'est passé. On va finir en anticipant sur le match contre Monaco qui va arriver. Un match que Lyon aurait pu se rendre facile s'il s'était imposé ce week-end, mais qui au final s'annonce crucial. Alors à voir la tactique que va choisir Leonardo Jardim pour ce match, mais sachant qu'il a un côté très pragmatique, pour moi la meilleure manière pour lui d'obtenir quelque chose de ce match, c'est de jouer bas, d'attendre Lyon et de les contrer. Ça me semble évident, je pense que toutes les équipes doivent jouer comme ça. Peut-être que Lyon va quand même gagner ce match. Sauf que, comme je vous l'ai déjà dit, au final, c'est pas très important. Parce que Lyon ne perdra pas de place au classement dans les confrontations directes, ou très peu. Globalement, je me fais pas de soucis pour Lyon dans les gros matchs cette saison. Je me fais du souci pour tous les autres. Parce que Lyon est bon dès qu'une équipe a des velléités offensives. Mais quand c'est pas le cas, mais y a rien. Même si Lyon bat Monaco, les problèmes ne seront pas résolus. Lyon est à la merci de n'importe quelle équipe qui sait défendre, et c'est pas possible, ça ne te permettra pas d'avoir des ambitions en championnat. Heureusement que les individualités d'habitude sauvent l'OL. Bon voilà, j'ai terminé de m'énerver. Alors je suis désolé pour le ton de l'épisode, forcément c'est moins joyeux que la dernière fois. Quand Lyon joue mal, ça m'énerve, forcément j'ai plus de critiques que de compliments à faire. Et ça s'en ressent. J'espère quand même que l'épisode vous aura plu, que vous avez appris des choses, que ça vous fera réagir, que vous allez pouvoir nourrir votre réflexion avec cet épisode.
Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Vous pensez que je dis de la merde, vous pensez que j'ai raison, vous êtes quelque part entre les deux, vous avez des choses à apporter. Je vous écoute et n'hésitez pas à poser des questions, ça m'a été suggéré par des gens qui regardent. Je pense qu'à partir de maintenant, ce que je ferai, c'est s'il y a des questions qui me semblent intéressantes en dessous des commentaires d'une vidéo, j'y répondrai dans la vidéo suivante. D'un côté, ça va me permettre de produire du contenu qui vous intéresse plus, et en plus, ça permettra une interaction un peu plus poussée. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des reproches, quelque chose à ajouter, quelque chose à corriger, pourquoi pas, parce que je peux me tromper, les commentaires sont là pour ça, posez vos questions, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine, en espérant qu'on verra un meilleur match de l'OL.